Merci, Monsieur le Président. Chers amis, l'acte académique solennel est en train de se finir. Les résultats ont arrivé et même surpassé les objectifs que nous nous sommes fixés au début de l'organisation de cet important événement. Les orateurs ont exposé leurs points de vue, ses réflexions sur l'expérience du passé, sur la situation actuelle et sur les possibles chemins à suivre dans l'avenir de notre Europe. Merci, M. Philippe de Scouttet. Merci, M. Jean-François Pon. Merci, Jan Svalen. Merci, M. André Azoulay, pour vos études exposées d'une façon claire et précise, encore plus méritoire si on tient en compte les exigences des horaires très limités. Le débat qui a fermé chacune des séances a permis d'extraire des intéressantes conclusions à ajouter à celles des conférenciers. Bref, un acte académique qui va rester comme un modèle à suivre pour tous ceux qui doivent travailler pour une Europe meilleure. Nous avons pu observer un intéressant choix d'opinion des intellectuels, d'hommes de la politique, d'hommes d'affaires et académiciens présents aujourd'hui à notre séance sur le processus dépressif d'une grande partie des systèmes économiques européens qui cherchent, dans les domaines économiques et financiers, des solutions aux nombreux maux qui nous affligent. Le monde académique et les institutions qui siègent dans les vieux continents ne peuvent pas rester insensibles devant ce terrible phénomène et d'une façon ou d'une autre doivent faire entendre sa clameur. La séance qui vient de finir se place dans cette direction. Nous avons entendu des exposés exceptionnels, mémorables. Les deux dernières qui me concernent méritent quelques petits mots. Méritent des grands mots, mais que je vais reconvertir avec des petits mots. En ce qui concerne M. Jean Svalen, j'ai cru percevoir son intérêt pour l'image de l'Europe face à l'extérieur qui, d'une façon ou d'une autre, nous contient. Il nous a parlé du multilatéralisme dans les différentes époques et du changement de la nature des problèmes qui nous mènent à un problème, l'incertitude. Justement, ça a été l'objet de ma vie de recherche pendant 40 ans. Alors, je l'ai perçu avec vraiment un intérêt extraordinaire, cher ami, extraordinaire. Nous a parlé de la transformation, de la crise du multilatéralisme. Nous a parlé des BRIC, des changements profonds des BRIC. Les caractéristiques sont hétérogénéité, les BRIC et le système multilatéral. Les BRIC sentent le multilatéralisme comme une contrainte. Conclusion, c'est urgent de réformer la conception du multilatéralisme. Multipolarisation, la relation entre la multipolarisation et le multilatéralisme sont exposés sur l'Europe et une pièce de grand maître pour son résumé si précis, très difficile. L'Union européenne a une attitude ambiguë face au multilatéralisme. Le multilatéralisme est né dans un moment très différent de celle d'aujourd'hui. Il faut le concevoir aussi d'une façon différente. Monsieur André Azoulay, je vous dois remercier beaucoup pour votre témoignage. Vraiment extraordinaire. La Méditerranée, cet espace central de sécurité, d'économie, de finances, scientifiques, l'importance de son histoire, une réalité non seulement pour les intellectuels, mais aussi pour la population dans son jour à jour.
nous a parlé de l'histoire récente, depuis les événements de Tunis qui s'est propagé tout de suite. Tragédie, sans violence. Contraste avec l'Europe, même avec ses problèmes. Mais l'espace méditerranéen peut devenir un espace majeur. Il n'existe raison d'être fataliste. Merci, M. Azoulay. Les réflexions sur la séparation de l'Europe du Nord et celle du Sud et de la Méditerranée sont d'une grande valeur. Il faut récupérer l'histoire et les vertus de ce peuple pour reconquérir son protagonisme. Deux visions différentes qui se joignent dans une réalité, une projection vers l'avenir et un désir profond de paix, de progrès et de prospérité. Avant de finir, permettez-moi quelques mots concernant la corporation royale que j'ai l'honneur de présider, l'Académie royale des sciences économiques et financières d'Espagne. Notre académie a ses origines au XVIIIe siècle, en 1785. Tout au long de ces 250 ans, de nombreuses vicissitudes ont marqué sa trajectoire au gré des convulsions de l'Espagne. Les archives dont nous disposons nous permettent de constater que le cycle économique a été présent à plusieurs reprises avec ses phases de récession, dépression, récupération et prospérité. La Royal Académie des sciences économiques et financières d'Espagne a lutté avec ses académiciens de chaque époque pour améliorer les drames des citoyens pendant les périodes dépressives. Aujourd'hui, nos travaux communs et nos recommandations vont diriger à fournir une contribution à la lutte contre la misère et le désespoir de tant de citoyens de l'Europe. Finalement, merci, un grand merci à la Fondation pour son accueil, pour tout ce qu'il a fait pour que nous soyons ici présents. Merci, M. José María Gil Robles, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur général, pour vos efforts. Merci, Monsieur le conférencier. Merci, notre ami José Daniel, pour tout ce qu'il a fait pour que cet acte a pu être possible. Merci. Et avec ces remerciements, je ne vous dis adieu. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Merci, Monsieur Gilaluja. C'est à moi maintenant de ajouter quelques conclusions. Et je vais le faire en commençant par m'associer sincèrement à tous ces remerciements. Je remercie aussi l'Université de Lausanne et m'associer très spécialement aux rapporteurs qui ont apporté tellement de bonnes et de belles idées au long de la journée et à ceux qui ont fait un travail d'organisation énorme, tant M. José Daniel que M. Gilles Grand et M. Bribosi et toute l'équipe de la Fondation. Ça a été vraiment un événement qui nous a rempli de satisfaction et je dois remercier pour cette satisfaction à l'Académie royale des sciences économiques d'Espagne qui a eu l'idée d'organiser cette rencontre. Vraiment, un grand merci pour vous tous. Merci. Quant aux conclusions, je pense que les conclusions de ce matin ont relevé d'un côté que les Européens
sont dans un moment, je dirais, de dépression. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas très bien ce qui est arrivé après une étape très brillante de prospérité, ce qui nous place maintenant dans une situation très difficile, ce qui se traduit évidemment dans une perte de confiance. Et malgré tout, je dois dire qu'on a beaucoup fait pour surmonter cette crise. Dans un manifesto que les 3 anciens députés et présidents espagnols du Parlement européen nous feront public cette même semaine, nous constatons que la crise commence à être surmontée maintenant, que le plus dur est maintenant passé, et qu'évidemment, on a beaucoup fait pour pouvoir arriver à ce résultat dans le domaine économique. Peut-être pas sur un plan d'ensemble, d'une façon plutôt hâtée et au fil des événements, mais on a réussi tout de même à passer le gué et à sauver l'euro, qui était une des réalisations importantes. On a bien constaté ce matin que l'Europe a encore surmonté cette crise, ce qui fait notre Europe encore chaque fois plus forte. Mais tout de même, nous relevons aussi, et je pense que c'était le sentiment, qu'il faut faire plus et faire plus vite maintenant. C'est le message qu'on devait adresser au prochain Conseil européen. Il faut faire plus, il faut faire plus vite. Parce que le temps n'attend pas, il s'écoule très rapidement. Cela veut dire qu'il faut, on a exprimé cette phrase au long de la journée, consolider économique et politiquement l'Union européenne. Ce qui veut dire finaliser le travail d'assainissement. Je préfère le travail d'assainissement que le travail d'austérité. L'austérité, évidemment, est un moyen, mais c'est un moyen pour assainir nos économies. Et il faut avoir ça en tête. Et on ne peut pas cesser cette ligne de rigueur tant que les économies ne seront pas assainies. Mais en même temps, il faut commencer à donner une impulsion à la croissance pour rétablir cette confiance parmi les Européens. Cela veut dire qu'il faut commencer à penser dans des investissements. L'Europe est capable de mobiliser des grandes sommes, on l'a vu quand c'était nécessaire pour racheter les pays. Heureusement, il semble que ce n'est plus nécessaire de dépenser les 700 000 millions d'euros qu'on a encore en réserve. On devrait commencer peut-être à penser comment mobiliser ça pour des investissements pour la croissance. Évidemment, là, il y a un point que je dois exprimer, c'est que ces sommes ne seront pas facilement utilisées pour les donner aux pays membres, parce qu'elles devront être utilisées par l'Union européenne sous un contrôle européen qui évitera les malentendus, qui évitera que chacun puisse penser que certains pays veulent utiliser un trésor européen pour empêcher de faire leur propre assainissement. Si certains ont fait des sacrifices, tout le monde doit faire les sacrifices nécessaires. Il n'est pas question de les éviter sur le dos des autres. Eh bien, il faut donc avancer. Il faut avancer sur une question essentielle pour l'Europe, qui est la question de l'énergie. Nous ne pouvons pas continuer à payer notre énergie le double des États-Unis. Nous ne serons pas compétitifs à long terme avec ce désavantage et avec une politique énergétique qui n'existe pas. Et qu'il faudra, ce n'est pas seulement l'aborder dans les décisions du Conseil européen, mais la mettre en pratique. Dire qu'il faut une politique énergétique, c'est très bien. L'organiser, la mettre en pratique, c'est ce qui réellement on en a besoin et c'est ce qu'on doit aborder
maintenant d'une façon urgente. Bien évidemment, après, on nous l'a dit cet après-midi, il faut organiser une politique étrangère commune, ce qui veut dire une politique de défense commune, car il n'y a pas de réelle politique étrangère sans politique de défense. Le soft power est excellent quand il y a un hard power derrière. Sinon, réellement, c'est un alibi qui ne mène à nulle part. Évidemment, là, l'Union européenne a le besoin de l'organiser. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas une chose faite à court terme. J'ai l'impression que tant qu'on n'aura pas rentré une autre fois dans la période des vaches grasses, on ne pourra pas aborder une opération qui sera très coûteuse, parce qu'une politique de défense commune, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Les Américains nous poussent maintenant à le relever dans les zones du monde qui ne sont plus si directement intéressées, mais tout de même, c'est quelque chose qui est très cher. Monsieur Azoulay, je voulais vous remercier par votre conception de l'Union pour la Méditerranée comme un espace où les partenaires qui ne sont pas membres vont collaborer, coexister et s'entendre avec ceux qui sont membres. Parce que l'Europe ne peut pas s'élargir indéfiniment. Je pense qu'on est déjà arrivé à ses limites potentielles, peut-être quelques pays des Balkans, il y en a l'Islande, bien évidemment la Suisse quand ils voudront, mais il faut penser aux voisins. Et il faut penser à une zone où l'Europe doit avoir des relations tout particulièrement intenses et tout particulièrement de collaboration. Et sans doute, l'Union pour la Méditerranée, vous avez fait une apologie énergique et passionnée et une de ces eaux. Voilà ce que je voulais relever d'un événement très riche qui nous a soulevé à tous des questions importantes. Évidemment, on ne peut pas les résoudre aujourd'hui, mais je voulais terminer sur une note d'optimisme. Je pense que dans la dynamique européenne, ce qui est très important, c'est de voir la réalité, poser les problèmes, donner des idées pour leurs solutions. Ces idées feront leur chemin, elles se confronteront avec d'autres idées, d'autres solutions, et il y aura un moment où les besoins de la réalité imposeront progressivement des solutions. Soyons donc optimistes, pensons qu'on a passé le moment le plus dur, qu'on doit maintenant commencer à travailler à la relève et que toujours après les 7 ans de vaches maigres, on a 7 ans de vaches grasses. Bienvenue les vaches grasses, merci pour votre travail et votre collaboration.